l'hypertension pulmonaire, avec aussi un vœu important qui est espérons qu'on va enfin trouver le traitement spécifique de cette méchante maladie. Voilà. Donc maintenant, on commence. Donc, moi, je m'appelle Marilyn Lévy, je suis cardiopédiatre et je vais essayer de vous exposer un petit peu ce qu'est cette maladie qu'on appelle l'hypertension artérielle pulmonaire, qui correspond à une anomalie soit acquise, soit congénitale des artérioles pulmonaires. Donc, on parle d'hypertension artérielle pulmonaire. J'ai volontairement mis le A d'une autre couleur puisque, selon la Convention internationale, maintenant, on doit parler plutôt, lorsque l'on parle d'hypertension, de pression élevée dans les artères pulmonaires plus exactement, on doit parler, le terme générique, c'est de parler d'hypertension pulmonaire. Et au sein de ces hypertensions pulmonaires, il y a les hypertensions artérielles pulmonaires qui correspondent en fait à une atteinte des artérioles par opposition à une hypertension pulmonaire par retentissement sur les poumons d'une pathologie autre, mais on va revoir toute cette classification un petit peu plus tard. Donc, on va commencer ce cours par un bref rappel embryologique. Ça fait peur à tout le monde et c'est toujours un petit peu rébarbatif et effrayant, mais on est obligé de repasser par l'embryologie pour comprendre les connexions qui peuvent exister entre le système respiratoire et le système circulatoire. Ensuite, on fera un petit point sur la circulation fœtale, qui est aussi un des éléments très importants pour comprendre la physiologie de l'hypertension pulmonaire néonatale. Et ensuite, on va voir comment cette circulation pulmonaire s'adapte à la vie extra-utérine et s'adapte à certaines situations physiologiques ou pathologiques d'hyperdébit pulmonaire ou de pathologies extra-pulmonaires qui retentissent sur le poumon. On va voir le cas particulier auquel vous êtes exposé, vous, réanimateur de chir cardiaque, qu'est la circulation de fond de temps, qui est une circulation un petit peu particulière, puisque c'est une circulation par définition qui est à basse pression, mais qui a quand même une spécificité qu'on va essayer d'aborder. Et enfin, on fera tout un pan sur les causes d'hypertension pulmonaire, l'avancée de la recherche en 2022 et 2023 maintenant, et les traitements récents et les traitements en développement. Donc, ce rappel embryologique, c'est juste pour vous rappeler que le poumon n'est rien d'autre qu'une émergence de tissu entoblastique, c'est-à-dire que le tissu de l'intestin primitif va donner un bourgeon qui va s'extérioriser du tube digestif vers la face antérieure du tube digestif. Et ce bourgeon est le bourgeon pulmonaire qui va donc donner naissance aux bronches et à tout le réseau respiratoire, et ce, en avant du tube digestif. C'est la raison pour laquelle la trachée est en avant de l'œsophage et en étant toutefois déconnectée, mais on comprend qu'embryologiquement, il puisse y avoir des fistules ou des connexions entre le tube digestif et le tube trachéal. Donc, ce bourgeon pulmonaire, extrêmement précocement, va bifurquer. Dès J26 ou J28, on va d'emblée avoir ce bourgeon pulmonaire qui va donner la future bronche souche droite et la future bronche souche gauche. Et ce tissu de soutien, qu'est le futur tissu bronchique, le futur tissu pulmonaire, eh bien, il va croître au sein d'un tissu mésenchymateux, ce qu'on appelle la matrice extracellulaire, et ces connexions entre les différents acteurs cellulaires va entraîner une différenciation. Et comme le cœur se forme également de façon concomitante, eh bien, très tôt, on va avoir une différenciation droite-gauche. Et d'emblée, on va voir que dès J30, on va avoir 3 futurs lobes, c'est-à-dire que les bronches, là, les futures bronches souches, vont donner d'emblée 3 branches à droite et 2 à gauche. Et ces branches, eh bien, elles vont se diviser, subir une division dichotomique de proche en proche grâce aux connexions avec les cellules mésenchymateuses. Et ces cellules mésenchymateuses vont se différencier au contact des cellules bronchiques ou ces cellules endoplastiques qui sont en train de se différencier en cellules bronchiques. Eh bien, elles-mêmes, elles vont différencier les cellules avoisinantes du mésenchyme pour qu'elles deviennent des cellules vasculaires, puisque chaque cellule bronchique sait qu'elle doit être au contact des vaisseaux pour pouvoir assurer les futurs échanges alvéolo-capillaires. Donc très tôt dans la vie embryonnaire, on a au contact de chaque future bronche un futur vaisseau artériolaire
au contact et ces cellules mésenchymateuses, elles vont se différencier en cellules vasculaires sous l'effet de facteurs de différenciation, de facteurs cellulaires, de facteurs génétiques, de l'oxygène. Il y a énormément de paramètres qui vont interférer et qui vont permettre une bonne différenciation du tissu parenchymateux pulmonaire. Ces cellules mésenchymateuses, on sait qu'elles jouent un rôle déterminant non seulement pour la formation des vaisseaux, mais également pour la différenciation des cellules bronchiques. Et c'est un vrai dialogue moléculaire, c'est-à-dire que si on retire les cellules mésenchymateuses, certes, on n'aura pas de cellules vasculaires, mais on n'aura pas non plus de vraies cellules bronchiques parce que la division dichotomique de ces cellules bronchiques dépend est sous la dépendance de ces cellules mésenchymateuses. Donc les expériences in vitro ont prouvé que les cellules mésenchymateuses jouaient un rôle, certes, dans la différenciation vasculaire, mais également dans la différenciation respiratoire. Donc, il y a également des facteurs extrinsèques, bien entendu, qui vont jouer sur la formation de ce poumon et on peut bien aisément comprendre que si on a un tout petit thorax, le poumon ne va pas pouvoir se développer. On a actuellement un équerre, un enfant qui a une maladie génétique qui touche le squelette et le fait d'avoir un thorax minuscule ne va pas permettre une bonne expansion des poumons et si on n'a pas une bonne expansion des poumons, on ne va pas avoir non plus une bonne expansion des vaisseaux puisque je vous ai expliqué que s'il y avait une vraie interdépendance dans la formation de ces deux secteurs vasculaires et respiratoires. Et lorsque l'un est impacté, l'autre va l'être également. Donc, les facteurs squelettiques jouent un rôle dans la différenciation pulmonaire. Le diaphragme, vous savez tous qu'en cas de hernie diaphragmatique, on peut avoir de l'hypertension pulmonaire parce que le poumon est immature, il est petit et les vaisseaux sont impactés également puisque le poumon n'est pas bien formé, eh bien les vaisseaux ne le seront pas non plus. La paroi abdominale, en cas d'omphalocèle, il va y avoir un déséquilibre entre la pression abdominale et la pression thoracique et ce déséquilibre va avoir également un impact sur la formation du poumon. L'espace thoracique, on l'a dit indépendamment du squelette, il y a également le volume et le liquide, l'équilibre également entre le liquide qui est à l'extérieur de ce fœtus et la quantité de liquide amniotique va également jouer un rôle dans le développement. Et vous savez que le fœtus, ben, il est rempli de liquide amniotique par tous ses orifices et cette quantité de liquide amniotique impacte également sur la formation du poumon. Donc le poumon, il sera mature et fonctionnel que si on a bien un développement synchrone de l'arbre aérien et de l'arbre vasculaire grâce aux acteurs de la matrice extracellulaire et aux différenciations de chacune des cellules. Petit rappel, donc, vous voyez, je ne vous ai pas trop saoulé avec le rappel embryologique, hein, j'ai écourté au maximum juste pour que vous compreniez que c'est pas on est malade des vaisseaux ou on est malade du parenchyme. Si l'un est malade, l'autre peut l'être et vice-versa. C'est-à-dire que quand on a une pathologie respiratoire, eh bien, il ne faut pas dire c'est pas le poumon, c'est le cœur, ou c'est pas le cœur, c'est le poumon. C'est bien souvent les deux et il faut absolument qu'il y ait un réel dialogue entre tous les acteurs du poumon, que ce soit les cardiologues ou les pneumologues, pour comprendre et pour essayer d'œuvrer au mieux pour l'amélioration de ces enfants. Et on le vit au quotidien, nous, chez les petits prématurés, notamment, qui ont une immaturité pulmonaire et qui ont souvent de l'hypertension pulmonaire. Et si on ne s'en occupe pas précocement et rapidement et correctement, eh bien, il va y avoir une authentique maladie vasculaire pulmonaire qui va s'installer, alors que si on s'en occupe à temps, les enfants vont totalement guérir de leur hypertension pulmonaire avec la maturation adéquate de leurs poumons. Alors, rappel sur la circulation fœtale, très importante. Cette circulation fœtale, tant que le fœtus est in utero, c'est le placenta qui joue un rôle dans l'hématose. Le poumon ne joue aucun rôle dans l'hématose et c'est la raison pour laquelle la circulation pulmonaire est extrêmement faible in utero. Et donc, le débit pulmonaire en tout début de grossesse, il est de moins de 10% et en fin de grossesse, il va être entre 20 et 25% pour préparer la future circulation et le futur rôle capital dans l'hématose que va jouer le poumon tout au long de notre vie. Donc, in utero, comme le débit est faible et que les artérioles sont complètement, comment dire, écrasées, pas vraiment écrasées, mais elles ne sont pas déployées en tout cas, eh bien ces artérioles, elles ont des résistances élevées parce que le poumon comprend très bien qu'il n'y a aucun sens à ce que le sang aille dans les artères pulmonaires puisqu'il ne va pas y avoir d'échange gazeux. Donc qu'est-ce qui se passe au niveau de la circulation fœtale? Le sang arrive oxygéné du placenta
par la veine ombilicale, traverse le ductus venosus pour atteindre non pas l'oreillette gauche comme chez vous et moi qui respirons par nos poumons et qui amenons le sang oxygéné directement dans l'oreillette gauche. Chez le fœtus, le sang oxygéné arrive dans l'oreillette droite. Donc ce sang oxygéné qui arrive dans l'oreillette droite va traverser le foramen ovale pour un tiers. Donc vous savez que tous les fœtus ont une communication entre les oreillettes justement pour assurer ce passage de sang oxygéné au cœur gauche. Donc un tiers du sang va traverser le foramen ovale et gagner le ventricule gauche, puis l'aorte ascendante et les vaisseaux du cou. Et 2 tiers va emprunter la voie naturelle, c'est-à-dire l'oreillette droite, traverser la tricuspide pour atteindre le ventricule droit, puis gagner le tronc de l'artère pulmonaire. Et ce débit-là qui atteint le tronc de l'artère pulmonaire a 2 options, soit aller dans les artères pulmonaires, mais qui sont complètement fermées, dont la lumière est très réduite parce que le poumon est hépatisé, in utero, c'est-à-dire qu'il est complètement écrasé, il n'y a ni air ni réelle circulation à son niveau. Il y en a un petit peu, bien sûr, parce que les vaisseaux ne peuvent pas être complètement collabés, mais en tout cas, très peu de sang traverse la circulation pulmonaire puisque les résistances sont élevées, alors que les résistances de l'aorte et du placenta sont très basses. Donc, lorsque le sang arrive dans le tronc de l'artère pulmonaire, il est beaucoup plus facile d'aller vers des résistances basses en traversant le canal artériel et en allant vers l'aorte descendante que d'aller dans les poumons. Et ça tombe très bien puisque ce qu'on veut in utero, c'est que tout le sang oxygéné gagne l'aorte pour aller perfuser les tissus périphériques de ce fœtus. Donc, un tiers du sang va traverser le foramen ovale et gagner l'aorte ascendante, et 2 tiers du sang va traverser le canal artériel et gagner l'aorte descendante, si bien que le sang oxygéné qui arrive du placenta va pouvoir être redistribué à l'ensemble du fœtus par l'aorte ascendante au travers du foramen ovale et à l'aorte descendante au travers du canal artériel. Donc, les artérioles, à la naissance, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va demander brutalement à ce fœtus d'assurer l'hématose et d'assurer 100% du débit pulmonaire, c'est-à-dire que le cœur va être en série. À la naissance, sous l'effet de la respiration, il va y avoir un déploiement des alvéoles pulmonaires, une expansion du poumon, une ouverture des alvéoles sous l'effet de l'oxygène. Et l'oxygène étant un puissant vasodilatateur, il va également y avoir une ouverture et une vasodilatation des artérioles pulmonaires et va s'installer le cœur en série et tout le sang qui va arriver dans l'oreillette droite va devoir traverser les poumons, si bien qu'on passe de 20% du débit à 100% du débit au moment de la naissance et de la rupture de la circulation placentaire. Lorsque l'on coupe le cordon, eh bien, on va assurer, tout d'un coup, le poumon va être confronté à 100% du débit, et ce, en l'espace de quelques secondes. Et finalement, on comprend, grâce aux formules de physique, que lorsqu'une artère passe du statut de gauche avec un rayon extrêmement petit au statut de droite ici avec un énorme rayon, eh bien, je vous rappelle la formule de Poiseuille des résistances vasculaires pulmonaires. Les résistances sont inversement proportionnelles au rayon du vaisseau élevé à la puissance 4. Donc, vous comprenez bien que les résistances vasculaires pulmonaires vont baisser de façon drastique à la naissance et ça va permettre ainsi aux poumons d'assurer une augmentation brutale de débit. Et lorsque l'on regarde effectivement les expériences qui ont été menées, vous voyez que la pression artérielle en haut, le débit pulmonaire au milieu et les résistances vasculaires pulmonaires en bas, eh bien tout ça est synchrone. Au moment de la naissance, vous avez une chute vertigineuse des résistances qui va permettre au débit pulmonaire d'augmenter brutalement et les pressions pulmonaires vont diminuer. On sait qu'un nouveau-né a des pressions pulmonaires élevées et dans les premiers jours ou premières semaines de vie, les pressions pulmonaires vont se normaliser, s'abaisser pour être très franchement inférieures aux pressions et aux résistances vasculaires systémiques. Donc ça, je vous l'ai dit, il y a une restructuration et en fait, les artérioles pulmonaires sont des artérioles musculaires élastiques en fait en proximale, à la sortie du tronc de l'artère pulmonaire, mais ensuite, toutes les artères intraparenchymateuses, intra-acinaires, vont être musculaires et c'est toute la capacité de ces artérioles pulmonaires qui vont avoir la possibilité de se vasodilater ou de se vasoconstricter
en fonction de nos besoins. À la naissance, vasodilatation brutale pour assurer, pour augmenter le débit de façon brutale. Et ensuite, au cours de notre vie, chaque fois que l'on va devoir augmenter notre débit pulmonaire à l'effort notamment, eh bien, on va devoir vasodilater nos artères pulmonaires de sorte à ce que toute augmentation de débit ne s'accompagne pas d'une augmentation de pression. Donc, nos résistances vasculaires pulmonaires vont s'adapter à nos besoins au quotidien. Et un fœtus a des artérioles très musclées et un nouveau-né, en quelques jours de vie, on va voir que ces artérioles qui avaient une paroi musculaire vont se démusculariser au contact des alvéoles. Donc au fur et à mesure que l'on s'éloigne d'huile et que l'on va vers la périphérie du poumon, on va avoir de moins en moins de muscles au niveau de ces artérioles pulmonaires. Et l'idée, c'est qu'il n'y ait plus de muscles du tout au contact des alvéoles pour pouvoir avoir cette membrane alvéolo-capillaire et ces échanges gazeux sans aucune contrainte et avec une paroi la plus fine possible. Donc une paroi fine, c'est une paroi monocouche. Vous voyez ici à gauche une artériole avec une monocouche de cellules endothéliales. Les cellules endothéliales sont, je vous les montre ici avec ma flèche. Je ne sais pas si vous voyez la flèche, mais j'espère que oui. Et ce sont ces toutes petites cellules en fait qui apparaissent en bleu, qui tapissent la lumière et qui sont à peine visibles. On ne voit que les noyaux, ce sont des cellules très très fines. À droite, vous avez une artériole de type fœtal avec des cellules endothéliales dont on voit beaucoup trop bien les noyaux. Et vous voyez que autour de cette couche endothéliale, vous avez des cellules musculaires. On devine la limitante élastique interne et une limitante élastique externe avec entre les deux une couche de cellules musculaires lisses avec des noyaux allongés. Et vous comprenez en fait que ces cellules musculaires lisses, elles viennent encercler la lumière vasculaire et on comprend très bien cette réactivité vasculaire pulmonaire auquel vous êtes soumis, vous réanimateurs, lorsqu'on parle de crise d'HTAP ou dès qu'on va aspirer un enfant, on sait qu'il peut y avoir une réactivité vasculaire pulmonaire. Et quand on voit l'architecture de ces artérioles, on comprend très très bien cette vasoréactivité. Donc, on va faire un petit rappel. Qu'est-ce que l'hypertension artérielle pulmonaire? Eh bien, la définition de l'hypertension pulmonaire, plus exactement, c'est une élévation des pressions moyennes, des pressions artérielles pulmonaires moyennes au-delà de 20 mm de mercure. Ce curseur a été abaissé au dernier congrès, au dernier symposium mondial, dernier congrès d'hypertension pulmonaire qui s'est tenu en 2018. Tous les 5 ans, il y a un congrès d'hypertension pulmonaire. Et la moyenne est passée de 25 à 20 mm de mercure. En pédiatrie, on ne joue pas trop sur une telle subtilité, mais voilà, c'est la définition OMS, la définition internationale maintenant, c'est que c'est au-delà, la pression artérielle pulmonaire, au-delà de 20 mm de mercure. Comment est-ce qu'on calcule les pressions et les résistances vasculaires pulmonaires? La formule que je vous ai expliquée tout à l'heure, hein. En fait, il y a ce qui rentre dans le poumon, ce qui sort du poumon, la pression qui va rentrer dans l'artère pulmonaire, la pression que l'on va mesurer moyenne dans l'artère pulmonaire, moins la pression des veines pulmonaires qui est la même que celle de l'oreillette gauche. Et il est plus facile de mesurer une pression dans l'oreillette gauche que d'aller mettre des curseurs et des capteurs dans des veines pulmonaires parce qu'on sait que c'est très fragile et qu'il faut éviter au maximum de toucher les veines pulmonaires. Donc on mesure la pression moyenne dans l'artère pulmonaire et dans l'oreillette gauche. Et cette différence de pression entre entrée et sortie du poumon est égale au facteur des résistances vasculaires pulmonaires par le débit qui traverse le poumon. Et je vous ai rappelé la formule dont je vous ai parlé déjà tout à l'heure des résistances vasculaires pulmonaires, qui est égale à 8 êta-L sur pi R4. Donc les résistances vasculaires pulmonaires dépendent de plusieurs paramètres, la longueur des vaisseaux, la viscosité du produit en fait du sang en pratique, hein, en physiologie, et inversement proportionnel au rayon du vaisseau élevé à la puissance 4. Donc une très faible variation de diamètre du vaisseau va s'accompagner d'une très forte variation des résistances vasculaires pulmonaires. Donc la classification de l'hypertension pulmonaire qui a été un peu adaptée par rapport aux premières classifications qui avaient été faites. Donc je vous ai dit tout à l'heure qu'on parle d'hypertension pulmonaire. L'hypertension pulmonaire, c'est l'ensemble de toutes les causes en fait regroupées d'hypertension pulmonaire. Le groupe 1 étant l'hypertension artérielle pulmonaire, c'est-à-dire une atteinte de l'artère pulmonaire à proprement parler.
Donc, il y a au sein de ce groupe 1 ce qu'on appelle les hypertensions artérielles pulmonaires idiopathiques. Ce sont celles pour lesquelles on a beau chercher, on ne trouve aucune cause. On ne sait pas pourquoi il va y avoir des lésions au niveau de l'artère pulmonaire. Donc, on parle d'idiopathique jusqu'à ce qu'on comprenne exactement la maladie, hein. Certaines idiopathiques qu'on a appelées pendant longtemps idiopathiques, on a trouvé maintenant qu'il y avait des gènes et la génétique a fait d'énormes progrès ces dernières années, et particulièrement ces 2 dernières années où on trouve beaucoup plus de gènes impliqués dans l'hypertension pulmonaire. Et quand on trouve un gène, eh bien, on parle d'hypertension héritable. Alors, soit qu'il y ait un gène, soit qu'il y a des formes familiales d'hypertension pulmonaire sans qu'on ait trouvé de gène, puisque, je vous dis encore, tous les jours on en trouve. Donc peut-être que ces hypertensions familiales, ces formes pour lesquelles on n'a pas trouvé les mutations des gènes connus, eh bien dans quelques temps on les classera autrement. Drogue et toxines, on sait qu'il y a certaines hypertensions pulmonaires qui sont iatrogènes et celles associées aux maladies de tissu, la sarcoïdose, le lupus, des maladies de système. Hypertension associée au HIV, donc ça c'était vrai à l'époque du HIV. Maintenant que les traitements sont efficaces, on n'a plus du tout d'hypertension dans cette classification. L'hypertension portale et le gros groupe chez nous, cardiopédiatres, sont les hypertensions associées aux cardiopathies congénitales. Cette classification et les pourcentages qui sont représentés ici sont les pourcentages chez l'adulte. Chez l'enfant, c'est complètement différent, on les verra tout à l'heure. Ont été classifiés de façon complètement à part au dernier symposium, l'hypertension persistante du nouveau-né. On va voir de quoi il s'agit. Pour moi, ça n'a pas vraiment lieu d'être dans la classification parce que c'est une hypertension transitoire. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit, mais vous en avez déjà entendu parler. Et la maladie véno-occlusive, qui est une maladie effroyable, qui touche plutôt les veines que les artères, mais qui retentit sur l'artère pulmonaire, bien évidemment. Les hypertensions du groupe 2 sont ce qu'on appelle, nous, cardiopédiatres, les HTAP post-capillaires, c'est-à-dire tout ce qui va augmenter la pression dans l'oreillette gauche va retentir obligatoirement sur les veines pulmonaires et donc sur les artères pulmonaires. Et cette hypertension pulmonaire, une fois qu'on a traité la cause, normalement, elle doit régresser. Les hypertensions du groupe 3 sont le retentissement sur les pressions pulmonaires de toutes les pathologies respiratoires chroniques, qu'il s'agisse des BPCO, d'une pathologie interstitielle, d'apnée du sommeil ou des grandes altitudes. Et on va voir que nous, chez l'enfant, aujourd'hui, on a un groupe énorme qui est en train de se matérialiser, qui est l'hypertension pulmonaire associée à la prématurité extrême et à tous ces survivants de hernie de coupole, d'omphalocèle, qui mouraient avant et qui survivent maintenant grâce au progrès de la réanimation, mais avec bien souvent, malheureusement, des séquelles pulmonaires parfois extrêmement sévères. Le groupe 4, ce sont les hypertensions pulmonaires associées aux pathologies thromboemboliques à répétition. On n'en a pas dans notre cohorte pédiatrique, alors que c'est un gros groupe chez l'adulte, mais nous, chez les enfants, on en a très peu. Et enfin, le groupe 5, c'est tout ce qu'on n'a pas pu mettre dans le groupe 1, 2, 3 ou 4. Alors, chez l'enfant, quelles sont les causes d'hypertension pulmonaire? De très loin, bien sûr, et les plus fréquentes sont les hypertensions persistantes du nouveau-né. Mais l'hypertension persistante du nouveau-né n'est rien d'autre qu'un retard de maturation de la circulation pulmonaire. Je vous ai expliqué que le nouveau-né avait des pressions pulmonaires élevées qui vont s'abaisser dans les premiers jours ou premières semaines de vie. Parfois, ça s'abaisse de façon un petit peu plus retardée et ça va justifier. Alors, en général, on trouve une cause, c'est soit une inhalation méconiale, soit une infection materno-fétale. Parfois, on ne trouve pas de cause, mais ça se traite très bien et ça guérit dans 100% des cas lorsque le diagnostic est bien celui d'une hypertension persistante du nouveau-né. Sinon, le gros groupe d'hypertension persistante chez l'enfant, d'hypertension pulmonaire, je veux dire chez l'enfant, ce sont les cardiopathies congénitales. Soit par débit pulmonaire élevé, tout ce qui est shunt, et on va les revoir en détail, soit parce qu'on a un obstacle au retour veineux pulmonaire, et tout ce qui va élever les pressions dans les veines pulmonaires, comme les veines pulmonaires ne sont que le continuum de l'artère pulmonaire, et bien si on a un tuyau qui est bouché à l'arrivée, eh bien on va avoir obligatoirement une élévation de pression dans ce tuyau. Et comme on a un tuyau inerte entre l'artère pulmonaire, l'oreillette gauche et le ventricule gauche en diastole, tout ce qui va élever les pressions diastoliques dans le VG ou les pressions dans l'oreillette gauche vont obligatoirement retentir sur les veines pulmonaires, sur les capillaires pulmonaires et donc sur l'artère pulmonaire. Mais là encore, si on traite la cause, on traitera l'hypertension pulmonaire.
Chez l'enfant, comme je vous le disais tout à l'heure, eh bien, on a un grand groupe d'hypertension pulmonaire associée aux pathologies respiratoires, la grande prématurité avec les bronchodysplasies et les hernies de coupole. Et enfin, eh bien, il y a l'hypertension idiopathique chez l'enfant lorsque on ne retrouve aucune cause et que c'est une atteinte des artérioles pulmonaires. Donc en gros, soit j'ai une atteinte de mes artérioles pulmonaires ici, en intraparenchymateux, c'est donc de l'HTAP et on ne sait pas pourquoi. Soit j'ai trop de sang qui va dans le poumon, c'est ce qu'on appelle l'HTAP précapillaire et c'est l'HTAP du groupe 1 des cardiopathies congénitales. Ou alors j'ai un blocage à la sortie, et comme je vous le disais, tout ça c'est un continuum, donc si c'est bouché à la sortie, ça retentit obligatoirement en amont. Donc, si on parle de l'hypertension post-capillaire ou l'hypertension du groupe 2, c'est-à-dire que soit j'ai un ventricule gauche, par exemple, trop musclé, j'ai un obstacle aortique ou une coarctation, je vais avoir un ventricule hypertrophié. Si ce ventricule est hypertrophié, je vais avoir des pressions de remplissage élevées. Et si j'ai des pressions de remplissage élevées, je vais obligatoirement avoir une augmentation de pression dans mon oreillette gauche. Donc, obligatoirement, une élévation de pression dans mes veines pulmonaires, puisque je n'ai aucun système de valve. La veine pulmonaire, elle se déverse directement dans l'oreillette gauche. Donc, tout ce qui va élever la pression dans le ventricule gauche en diastole ou dans l'oreillette gauche, sténose mitrale, ou dans les veines pulmonaires, retour veineux pulmonaire anormal bloqué ou sténose congénitale des veines pulmonaires, va retentir sur l'artère pulmonaire. Dans ces cas-là, il ne s'agit pas d'une maladie de l'artère pulmonaire, c'est juste inerte. L'artère pulmonaire, elle subit le fait que la pression en aval soit élevée. Donc, l'artère pulmonaire, sa paroi, elle va être normale, elle va être tout au plus un petit peu hypertrophiée parce que les artères, elles vont s'adapter à l'augmentation de pression. Une artère, quelle qu'elle soit, lorsque la pression augmente, elle va s'hypertrophier de sorte à ce que la tension pariétale reste constante. Toute artère doit avoir une tension pariétale constante. La tension pariétale est inversement proportionnelle à l'épaisseur. Donc, plus ma pression augmente, la tension pariétale, c'est égal à la pression sur 2 fois l'épaisseur. Donc, si ma pression augmente, j'augmente mon épaisseur pour que ma tension pariétale reste constante. Donc, tout ce qui va élever la pression dans l'artère pulmonaire, quelle qu'en soit la cause, va entraîner une hypertrophie de la média. Si j'ai une hypertrophie de la média, ça sous-entend, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, les artères musculaires, elles encerclent l'artère pulmonaire. Donc, si j'ai une hypertension artérielle pulmonaire post-capillaire, en réa, par exemple, vous avez un enfant qui vient d'être opéré d'une sténose, d'un retour veineux pulmonaire anormal, total, bloqué, ou d'une sténose valvulaire pulmonaire, eh bien, on sait que ces enfants ont obligatoirement des artérioles musclées, même s'il ne s'agit pas d'une pathologie authentique de l'endothélium vasculaire et de la lumière vasculaire pulmonaire, ils ont des artérioles très musclées. Ce qui veut dire que ces enfants-là, lorsqu'en réa, ils vont avoir une infection, ils vont être encombrés, vous allez devoir les aspirer, euh, quel que soit le stress que vous allez imposer à ces enfants, eh bien, il peut très bien y avoir une vasoconstriction des artérioles et une authentique crise d'HTAP. Mais dès que vous allez leur donner un vasodilatateur ou dès que vous allez traiter la cause, eh bien, ces artères vont revenir à leur état de base et surtout, si le post-opératoire se passe correctement, eh bien, ces artères, en quelques semaines, vont complètement se démuscler. Donc, ces enfants ont effectivement une hypertension pulmonaire dite réversible, mais néanmoins, dans le post-opératoire, ils peuvent tout à fait faire des crises d'hypertension artérielle pulmonaire à cause de cette vasoréactivité et il faut donc les traiter de façon efficace avec des vasodilatateurs lorsque ces enfants à risque, qu'il s'agisse d'un enfant qui est opéré d'un hyperdébit, qui a donc eu de l'HTAP, un CAV en post-op, un RVPA en post-op, une anomalie mitrale en post-op, un tronc, toutes les pathologies avec hyperdébit, toutes ces pathologies qui avaient de l'hypertension en préopératoire, cette hypertension va certes régresser et complètement disparaître dans le post-opératoire, mais pas dans le post-opératoire immédiat. Une artère qui est musclée, elle ne va pas se démuscler en quelques minutes une fois qu'on aura supprimé le shunt ou qu'on aura corrigé le RBPA. On comprend très bien qu'une artère qui est musclée, il lui faudra quelques semaines pour se démuscler. Quand vous faites de la musculation,
Quand vous arrêtez le sport, votre biceps, il ne revient pas à l'état basal immédiatement. Il lui faut un certain temps. Donc, idem, l'artériole pulmonaire, elle n'est pas malade à proprement parler, elle est juste hypertrophiée, mais elle peut engendrer des crises d'HTAP dans le post-opératoire, donc il faut être extrêmement vigilant. Si vous avez des questions, surtout, vous n'hésitez pas à m'interrompre sur ces sujets un petit peu touchy. Ensuite, on va voir maintenant les hyper... Alors, attendez, parce que je ne vois pas forcément, je viens de voir une question qui est arrivée, mais je n'ai pas accès à toutes les questions là. Donc, oui, Sur je vous écoute. l'Eisenmenger, parce que sur l'Eisenmenger, c'est fixé en fait, c'est pas réversible. Absolument. Là, je ne vous ai parlé que de l'hypertension post-capillaire, qui est une hypertension artérielle pulmonaire réversible. On n'est pas encore à l'Eisenmenger, on va y venir. Ok, parfait, merci. D'accord? Donc, j'ai commencé volontairement par l'hypertension du groupe 2, qui pour moi est une HTAP toujours réversible, mais j'ai voulu mettre l'accent sur le fait que ce n'est pas parce qu'une HTAP est réversible qu'elle ne peut pas être grave et éventuellement mortelle si on ne la prend pas bien en charge dans le post-opératoire immédiat. Donc, maintenant, on va voir les hypertensions artérielles pulmonaires par atteinte directe de l'artère. Celle-ci, ça va être les hypertensions par chaîne gauche-droite, les hypertensions artérielles pulmonaires idiopathiques, celles du groupe 1. Les autres groupes, là, anorexigène, hypertension portale et post-embolique, on en voit très très peu chez l'enfant et vous, en réagir, vous avez encore moins de chances d'en rencontrer. Et en revanche, les chaînes gauche-droite, ça fait partie de votre quotidien. Et l'HTAP idiopathique, vous allez être aussi confronté parce qu'on leur propose maintenant de plus en plus de traitements chirurgicaux pour essayer de pallier et pour essayer d'attendre l'âge de la transplantation. Et on va voir ça au fur et à mesure de ce cours. Donc l'HTAP idiopathique, c'est une maladie dramatique dans la mesure où on ne sait pas ce qu'on traite. On sait juste qu'il y a une maladie intrinsèque de l'artériole pulmonaire avec de la prolifération intimale qui petit à petit va occlure quelques artères, puis toutes les artères du poumon, si bien que le ventricule droit qui doit éjecter dans les artères pulmonaires qui normalement sont à résistance basse, va être confronté petit à petit à des résistances qui vont s'élever de plus en plus. Donc ce ventricule droit va s'hypertrophier pour essayer de pallier cet obstacle et cette augmentation des résistances vasculaires pulmonaires. Et cette hypertrophie du ventricule droit va finir par entraîner une ischémie du ventricule droit qui va se mettre à plat. Et ce dont meurent les patientes qui ont de l'HTAP, c'est de défaillance ventriculaire droite avec des troubles du rythme ischémique sur le VD. Donc l'alternative, on n'a pas grand-chose. On a des traitements, on va voir qu'il y a des traitements, mais aucun traitement ne traite réellement la maladie puisqu'on ne sait pas d'où vient cette maladie, donc on ne sait pas ce qu'on traite. On traite quelque chose un petit peu de symptomatique, de façon, on essaye de jouer un petit peu sur tous les paramètres et sur tous les facteurs physiologiques que l'on connaît, mais néanmoins, on n'a pas de traitement curatif et la seule option curative, si tant est qu'on puisse appeler ça curatif, c'est la transplantation pulmonaire. Alors, le cas particulier de l'hypertension pulmonaire du nouveau-né. L'hypertension pulmonaire du nouveau-né, alors c'est une urgence. Pourquoi est-ce que c'est une urgence? Parce que la première cause à évoquer, c'est le retour veineux pulmonaire anormal total. Donc, c'est la seule urgence absolue en chirurgie cardiaque, c'est le retour veineux pulmonaire anormal total bloqué, c'est-à-dire que toutes les veines pulmonaires, au lieu d'arriver à l'oreillette gauche, se drainent par un collecteur, soit dans la veine cave supérieure, soit dans le TVI, soit dans le sinus coronaire, soit dans la veine cave inférieure. Et ces collecteurs, en fonction de leur trajet, peuvent être obstrués. Et si on n'a aucun retour veineux pulmonaire à l'oreillette gauche, vous comprenez bien que l'enfant va rapidement mourir quand son foramen ovale va se fermer. Donc l'urgence, lorsqu'on est face à une hypertension pulmonaire du nouveau-né, c'est de faire une écho et de vérifier qu'il n'y a pas de retour veineux pulmonaire anormal, en sachant que le diagnostic peut être extrêmement très difficile. Et on s'est tous fait avoir en passant à côté de retour veineux pulmonaire, même dans les plus grands temples de cardiopédiatrie. Donc, une fois qu'on a éliminé le RVPA, comment est-ce qu'on pense d'abord à une HTAP? En général, c'est une cyanose réfractaire. Toute cyanose réfractaire chez un nouveau-né égale échographie cardiaque. C'est soit une cardiopathie à traiter en urgence, soit un retour veineux pulmonaire anormal, soit une hypertension artérielle persistante du nouveau-né. Qu'est-ce que cette hypertension persistante du nouveau-né? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un retard
de baisse des résistances vasculaires pulmonaires. Et donc, ce nouveau-né a une cyanose puisque le foramen ovale ne se ferme pas. Je vous rappelle que le foramen ovale va se fermer sous l'effet de la respiration lorsque l'oxygène va arriver au niveau des poumons, qu'on va avoir un hyperdébit pulmonaire qui va s'installer. Le sang arrivant à l'oreillette gauche, la pression dans l'oreillette gauche va devenir supérieure à la pression de l'oreillette droite et notre foramen ovale vient se fermer. Si on a une hypertension pulmonaire, la pression reste élevée dans le ventricule droit qui a des pressions de remplissage élevées, qui a donc une pression dans l'oreillette droite qui reste élevée, le foramen ovale reste ouvert. Donc dans ce cas, si le foramen ovale est ouvert et qu'en plus la pression dans l'oreillette droite est supérieure à la pression de l'oreillette gauche, il va y avoir un shunt droite-gauche et donc une cyanose. Donc cette hypertension persistante, c'est quand même fréquent puisque l'incidence est de 6 pour 1000, c'est beaucoup, 6 pour 1000. Et donc c'est un retard, ces enfants-là, on les met en réa, on les ventile, on leur donne éventuellement un petit traitement vasodilatateur, du NO, et ça doit guérir en 3-4 jours. Si ça n'est pas le cas, c'est que ça n'est pas une hypertension persistante du nouveau-né. On va voir que les cardiopathies congénitales sont un énorme pan aussi de l'hypertension artérielle pulmonaire, avec des signes de shunt, en revanche, qui sont retardés parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme la pression des artères pulmonaires est élevée à la naissance, même si on a une communication interventriculaire, comme la pression dans le ventricule gauche est égale à la pression dans le ventricule droit à la naissance, eh bien, on n'aura pas de souffle à l'auscultation et ce souffle n'apparaîtra que lorsque les résistances vasculaires pulmonaires auront baissé. Et c'est comme ça qu'un enfant va sortir de maternité, surtout qu'ils sortent maintenant de plus en plus tôt, eh bien, un enfant va sortir de maternité à J2 de vie, le pédiatre qui l'examine n'entend pas de souffle, et quand il va faire sa visite du pédiatre dans le premier mois de vie, là, on va entendre un souffle, et le fait qu'on a entendu le souffle par le pédiatre qui n'avait pas été entendu par le pédiatre de la maternité, en général, ça panique complètement les parents qui se disent que le pédiatre de la maternité était nul puisqu'il n'avait pas entendu un souffle que l'autre pédiatre entend parfaitement bien. Et il faut donc faire un cours de physiologie aux parents pour leur expliquer que le pédiatre de la maternité n'était pas du tout nul, mais que les résistances vasculaires pulmonaires sont élevées à la naissance. Alors, on essaye de trouver des termes un petit peu plus appropriés, mais en gros, on est obligé de faire un petit cours de physiologie parce que les parents maintenant sont à l'affût de toute erreur médicale et ils cherchent à savoir qui avait tort et pourquoi est-ce qu'on n'avait pas entendu ce souffle, et encore pire, pourquoi est-ce qu'on n'avait pas vu en anténatal cette CIV alors que l'enfant a une CIV en postnatal. Donc, cette petite digression pour vous dire que chez le nouveau-né, il faut penser en premier au RPPA, à l'hypertension persistante du nouveau-né. Donc, on fait une écho, on recherche une malformation, il y en a une, il n'y en a pas. Et s'il n'y en a pas, c'est une hypertension persistante du nouveau-né jusqu'à preuve du contraire. Cette hypertension persistante du nouveau-né, c'est des artérioles un peu trop musclées. On traite cet enfant et l'enfant va guérir en quelques jours. Et encore une fois, si en quelques jours il n'est pas guéri, c'est que ça n'est pas une hypertension persistante du nouveau-né, c'est qu'on est dans une autre catégorie qu'il faudra chercher. Les shunts. Donc, si à l'écho, on voit qu'il y a un shunt, eh bien, le shunt, en fonction de la localisation et de la taille du shunt, eh bien, on aura une hypertension pulmonaire plus ou moins sévère. Et surtout, en fonction de la localisation du shunt, on aura un risque d'évolution vers la pathologie dont on parlait tout à l'heure qui s'appelle l'Eisenmenger. L'Eisenmenger étant une évolution d'un shunt qui n'a pas été pris en charge correctement, c'est-à-dire que lorsque j'ai un trou, une communication quelle qu'elle soit, quelle que soit la localisation au niveau du cœur, un trou égale un shunt qui va passer de la gauche vers la droite, car les pressions gauches sont toujours supérieures aux pressions droites. Donc, que le shunt soit à l'étage artériel, qu'il s'agisse d'un canal artériel, le sang va aller de l'aorte vers l'artère pulmonaire. Dans le tronc artériel pulmonaire, le tronc artériel commun, il n'y a aucune chance qu'il aille ailleurs. Dans une CIA, dans une CIV, ça va toujours de la gauche vers la droite. Si je laisse le shunt s'installer de trop, qu'est-ce qui va se passer? Je vais finir par abîmer mes artères pulmonaires. Et ces artères pulmonaires vont avoir une pression qui va s'élever, s'élever, s'élever. Je vais avoir une altération et une obstruction des artérioles pulmonaires avec une élévation des résistances vasculaires pulmonaires qui, à un moment donné de l'évolutivité, ces résistances vont devenir suprasystémiques et le shunt va s'inverser. C'est ce qu'on appelle le syndrome d'Eisenmenger, c'est un syndrome clinique, c'est une inversion du shunt
par évolution des résistances vasculaires pulmonaires qui deviennent suprasystémiques. Comment est-ce que notre poumon s'adapte à l'augmentation de débit? Eh bien, on a un recrutement vasculaire, ça c'est le premier mécanisme d'adaptation, que ce soit à la naissance ou lors d'un shunt. On va recruter des artérioles qui ne sont pas recrutées normalement. Quand vous êtes au repos, vous et moi, là, on est assis, on écoute ou on parle, peu importe, on ne fait pas un effort, en tout cas considérable. Et quand on ne fait pas d'effort, eh bien, on va travailler. Il n'y a qu'une partie de notre poumon qui a besoin de travailler. Et en fait, comment est-ce que ça se passe? C'est une question d'équilibre entre les pressions alvéolaires et les pressions vasculaires. Au sommet du poumon, le poumon est un organe, on est debout, on a un poids qui est exercé par l'attraction terrestre. Et le poumon a donc un poids qui s'exerce vers le bas. Donc le sommet du poumon est extrêmement étiré. Et comme les alvéoles n'ont pas des parois musculaires, elles ne sont pas très extensibles. Donc le fait que le poumon tire vers le bas, eh bien les alvéoles au niveau du sommet sont sous tension. Et la pression alvéolaire, du coup, est telle qu'elle vient écraser les vaisseaux, aussi bien les artérioles que les veines. Et c'est ce qu'on appelle les zones de West. Dans la zone 2 de West, la pression artériolaire est certes un peu plus élevée que la pression alvéolaire, mais comme les vénules, elles, ont une pression très faible, eh bien la pression alvéolaire reste supérieure à la pression des veines. Donc, il n'y a pas de circulation ni dans la zone 1, ni dans la zone 2 de Ouest. C'est que la zone 3 de Ouest, qui est la zone périhilaire, qui fonctionne au repos. Et quand on regarde une radio des poumons, on voit bien qu'on ne voit la circulation vasculaire qu'au niveau des îles. En revanche, lorsqu'on a un hyperdébit, lorsque l'on a une large CIV ou lorsqu'on a un œdème pulmonaire par dysfonction du ventricule gauche, eh bien, on va avoir un recrutement de zones qui normalement ne sont pas perfusées. Pourquoi? Parce que la pression dans les veines et dans les artères augmente au-delà de la pression alvéolaire et on va donc recruter des territoires, c'est ce qu'on appelle dans un hyperdébit ou dans une dysfonction gauche, une redistribution vasculaire vers les sommets. Premier mécanisme d'adaptation, on recrute des vaisseaux lorsqu'on augmente notre débit, on va recruter des vaisseaux et le fait de recruter des vaisseaux va faire baisser les résistances vasculaires pulmonaires puisque je vous rappelle que les résistances dépendent du rayon global. Donc, si j'ai 10 vaisseaux au lieu de 1, eh bien, globalement, ces 10 vaisseaux accolés les uns aux autres, ça fera un gros rayon vasculaire et donc ça va faire baisser mes résistances vasculaires pulmonaires en cas d'hyperdébit. L'autre mécanisme d'adaptation, c'est le recrutement par la cellule endothéliale. La cellule endothéliale, elle est aux premières loges. Dès que le débit va augmenter au niveau de la lumière vasculaire, il y a des capteurs au niveau des cellules endothéliales et ces capteurs vont faire libérer, en fonction de nos besoins, des substances vasodilatatrices. Donc, dès que la cellule endothéliale, elle sent que le débit augmente, je fais un effort, je dois courir à toute allure pour aller réanimer un enfant, eh bien, je vais tout de suite avoir mes capteurs sur mes cellules endothéliales qui disent « Oh là là, attention, le débit est en train d'augmenter. Moi, ma mission, c'est de maintenir des pressions le plus bas possible. Donc, comme le débit augmente, je dois baisser mes résistances pour que ma pression n'augmente pas de trop. Donc, je vais libérer des substances vasodilatatrices, au premier rang desquelles le monoxyde d'azote ou des prostacyclines. Et par l'intermédiaire de seconds messagers, ces facteurs endothéliaux vont entraîner une recapture du calcium et une vasorelaxation. Une fois que j'ai fini mon effort et que je reviens à l'état de base, il faut que ma cellule endothéliale, si elle est capable de vasodilater, il faut qu'elle soit capable de vasoconstricter. Donc ma cellule endothéliale, pour revenir à l'état de base, elle va libérer des substances vasoconstrictrices. Donc en gros, on a une balance en permanence en fonction de nos besoins, en fonction de notre activité, entre vasodilatation et vasoconstriction. Donc, alors, il y a ces vertus vasodilatatrices et vasoconstrictrices, mais également le NO est un puissant antiagrégant plaquettaire et un puissant antiprolifératif sur les cellules musculaires lisses. Donc, la cellule endothéliale, elle joue un rôle de régulateur majeur sur le tonus vasculaire pulmonaire. Et cette cellule endothéliale dont on pensait jusque dans les années 80 qu'elle ne jouait qu'un rôle de barrière et de protection des cellules musculaires lisses, eh bien, on s'est aperçu qu'elle avait cette toute petite cellule, je vous ai montré tout à l'heure à quel point elle était minuscule au sein, en microscopie
sous microscope, vous voyez cette cellule, elle est à peine visible, c'est un petit liseré. Eh bien, ce petit liseré a un rôle capital dans la régulation, dans l'effet antiplaquettaire et dans la protection, en fait, de notre réseau vasculaire. Et on a en permanence un équilibre en fonction de nos besoins. Dès que ma cellule endothéliale va être lésée, eh bien là, comme je vous ai dit que c'était une espèce de garde-fou sur les cellules musculaires lisses, je n'ai plus mon effet anti-agrégant plaquettaire, donc mes plaquettes qui voient qu'il y a une lésion vont venir s'agréger ici, les plaquettes vont libérer des substances profibrosantes, la cellule endothéliale ne joue plus son rôle ni vasodilatateur ni antiprolifératif, et les cellules musculaires lisses s'en donnent à cœur joie et on va se retrouver avec des lésions vasculaires pulmonaires parce que cette capacité de régulation liée au débit, cette couche endothéliale, va finir par s'altérer. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsque j'ai un hyperdébit pulmonaire? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans un premier temps, je vais vasodilater pour essayer de résister à cet hyperdébit sans augmenter ma pression. Si mon débit augmente, je vais avoir une pression augmentée. Je vous ai dit tout à l'heure que tout ce qui augmentait une pression dans un vaisseau allait s'accompagner d'une hypertrophie de la média parce que ma tension pariétale doit être maintenue constante. Si ma tension pariétale doit être maintenue constante, quand ma pression augmente, je dois inévitablement augmenter mon épaisseur. C'est un mécanisme régulateur et protecteur sur le vaisseau. Et si je ne joue pas correctement mon rôle de cardiologue en disant attention, ce shunt-là a augmenté les pressions pulmonaires. Donc à partir du moment où les pressions pulmonaires augmentent, ça veut dire que j'ai un gros risque d'évolution vers de l'hypertension artérielle pulmonaire fixée avec de la prolifération intimale irréversible. Si je ne supprime pas mon shunt à ce niveau-là d'hypertrophie de la média avec augmentation des pressions pulmonaires, je vais inévitablement évoluer vers un Eisenmenger. Et là, ça veut dire qu'on a très, très mal travaillé. Donc, la cinétique histologique sur les artérioles pulmonaires, dans un premier temps, j'ai un shunt avec des pressions un peu élevées, donc mon artère, elle va s'hypertrophier. Si je laisse le shunt, il va y avoir des lésions intimales qui vont commencer à s'installer. Et quand les lésions intimales s'installent, c'est de façon complètement irréversible et autonome. C'est une espèce d'auto-entretien d'un mécanisme néfaste qui va aboutir petit à petit à une obstruction complète du vaisseau et donc à la défaillance ventriculaire droite dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui conduit au décès du patient. Le gros problème, c'est qu'on ne va pas faire une biopsie pulmonaire à tous les enfants qui ont un shunt, et la biopsie pulmonaire est en plus dangereuse chez les patients qui ont de l'hypertension pulmonaire. Donc, il faut savoir avoir des paramètres plus fins et plus précoces pour savoir quand supprimer un shunt, parce que cette frontière entre HTAP réversible et HTAP irréversible flou, et même nous en staff, il nous arrive très longtemps de disserter pour savoir si oui ou non ce shunt est fermable. Donc notre rôle, c'est de savoir repérer les cas où le shunt est vraiment doit être fermé, c'est-à-dire que lorsqu'un enfant a une large CIV, il doit aller mal, il doit présenter des signes de shunt. S'il présente des signes de shunt, ça signifie que ses artérioles pulmonaires sont complètement dilatées, complètement ouvertes. Et vous voyez ici sur cette radio de thorax une cardiomégalie, une hypervascularisation pulmonaire. Eh bien, pourquoi est-ce que ce poumon est complètement rechargé et en œdème? Eh bien, parce que le poumon, quand les artérioles sont saines, est comparable à une éponge végétale. C'est-à-dire que vous mettez de l'eau, l'éponge, elle va gonfler. Ben, le poumon, c'est pareil. Il a une capacité à se gorger en sang. Il est capable de passer de 5 litres minute à 35 litres par minute. Quand on fait un effort, on multiplie par 5 notre débit cardiaque. Notre débit cardiaque, il est multiplié par 5 et il va se répartir dans tous les tissus. En revanche, au niveau du poumon, il se répartit nulle part. Il doit être complètement assumé, cet hyperdébit pulmonaire, il doit être complètement assumé par ce poumon grâce à nos mécanismes d'adaptation, grâce au recrutement vasculaire des zones de West et grâce à notre vasodilatation extrême, tant que nos cellules endothéliales sont bien vaillantes et travaillent correctement. Si on laisse évoluer ce shunt trop longtemps,
Qu'est-ce qui va se passer? Nos artérioles, elles vont se boucher. Le sang n'arrivera plus à franchir ces artérioles qui sont complètement occluses. On aura une radio avec une hypervascularité, c'est-à-dire une hyperclarté, parce que là, il y a un appauvrissement vasculaire, un cœur qui n'est pas augmenté de volume, et ça n'est plus une éponge, notre poumon, c'est un bloc de béton qui ne peut plus être franchi, et le ventricule droit, il va essayer de forcer, forcer, forcer pour essayer de lutter contre ce bloc de béton, et il va se mettre à plat. Donc, cette frontière-là, c'est notre hantise à nous, cardiopédiatres. Lorsqu'on a un shunt, eh bien, il est très important que le shunt soit fermé avant que des lésions intimales n'apparaissent. Et on est tous confrontés à la situation d'un bébé qui a un canal atrioventriculaire, une trisomie, qui fait des bronchiolites à répétition. Donc, le temps opératoire n'est jamais bon. Mais si on recule de trop ce temps opératoire, parce que cet enfant il fait des bronchiolites et des infections parce qu'il a un poumon complètement chargé et extrêmement vulnérable. Et du coup, à force de reculer la chirurgie, eh bien parfois c'est trop tard et on ne peut plus opérer ces enfants. Donc il faut faire très attention entre bien sûr ne pas faire prendre un risque opératoire démesuré si l'enfant est complètement infecté, mais en revanche, un enfant qui fait des bronchiolites à répétition parce qu'il a un hyperdébit pulmonaire et qu'on n'opère pas à temps, eh bien, on prend le risque qu'il évolue vers un Eisenmenger. Donc, méfiance. Donc, comme je vous le disais, eh bien, attention, les stades évolutifs sont difficiles à déterminer, donc il faut absolument savoir dépister le moment et savoir traquer le moment de la chirurgie. On a en général des signes cliniques, hein, un enfant qui est très essoufflé, qui ne prend pas bien du poids, qui a une déformation thoracique, qui a une radio-thorax chargée, bah, celui-là, on n'a aucun doute, on sait qu'il a des résistances vasculaires pulmonaires encore basses, on l'opère au plus vite. Si en revanche, il y a une discordance, on n'arrive pas très bien à voir, la radio ne montre plus un cœur aussi gros, il n'y a pas d'hypervascularisation pulmonaire, l'enfant va un peu trop bien par rapport à la taille de son shunt, là, c'est qu'on commence à s'inquiéter. On va faire un cathé, on va mesurer les résistances vasculaires pulmonaires et on va voir si la chirurgie est encore possible ou s'il est trop tard. Mais il faut faire attention parce qu'une fois qu'on décide de ne pas opérer parce qu'on a considéré que c'était trop tard, eh bien là, on est sûr qu'on ne pourra plus jamais faire marche arrière et on évoluera vers un Eisenmenger. Donc l'intérêt de la biopsie pulmonaire, c'est vraiment quand on a un doute, quand malgré tous nos efforts cliniques, l'analyse de la radio, le cathé, les paramètres hémodynamiques ne permettent pas de conclure, et bien là, on peut être amené à faire une biopsie parce que l'enjeu, comme je vous l'ai dit, est quand même très important. Et lorsqu'on est dans un stade où on est en train de basculer, eh bien parfois la biopsie va nous permettre de dire finalement il n'y a pas de lésion extrêmement sévère et banco, on va opérer cet enfant. Donc la biopsie, attention, il ne faut pas qu'elle soit trop périphérique, sinon on ne peut pas interpréter les lésions parce que les lésions, elles débutent au niveau des bronchioles terminales. Donc il faut avoir un fragment suffisamment profond, pas forcément gros, mais en tout cas suffisamment profond. Il ne doit pas être tout contre la plèvre parce que si c'est tout contre la plèvre, on n'aura aucune artériole possible à étudier. Il y aura que les petits capillaires et là, on ne peut pas conclure. Donc en gros, ça c'est de la technique, ça vous intéresse peu. L'idée, c'est juste que ce qu'on regarde, c'est certes l'épaisseur de la média, mais surtout s'il existe des lésions intimales ou pas. Donc voici une artériole à gauche où vous voyez le petit pointillé là que vous voyez contre la lumière, ce sont les noyaux des cellules endothéliales. Donc vous voyez à quel point les cellules endothéliales sont très petites, très fines. Et les petits filaments longitudinaux, là, comme des petits verres que vous voyez dans la média, ce sont les cellules musculaires lisses. Donc, ici, je vais dire, sur cette biopsie pulmonaire, vous voyez ici une bronchiole terminale, quand je vous disais que les vaisseaux sont toujours contigus à l'arbre respiratoire, eh bien, il faut absolument que je puisse analyser des artérioles au contact de ces bronchioles terminales. C'est pour ça que la biopsie doit être suffisamment profonde. Donc ici, je vais dire qu'il n'y a aucune lésion endothéliale. Vous voyez ici, je vois très très bien les cellules endothéliales, la lumière est parfaitement régulière. Donc, si j'ai une biopsie avec des artérioles que de ce type-là, je vais dire, certes, les artérioles sont musclées, la média est beaucoup trop épaisse par rapport à la normale, mais néanmoins, il n'y a aucune lésion intimale, donc ces lésions sont réversibles. Cet enfant peut être opéré de son shunt. Il y aura peut-être de l'HTAP post-opératoire, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, parce que les artères sont musclées, mais en revanche, il n'y a pas de lésion intimale. A contrario, à droite, ici, vous voyez que
je vois très très bien ma limitante élastique interne, ma limitante élastique externe, donc j'ai la média entre les deux, et ma couche intimale ici, il y a une couche rosée, grisâtre, qui correspond à de la fibrose intimale. Donc cette fibrose intimale, c'est une gangue figée. Donc on comprend bien que cette artériole, si j'ai une augmentation de débit, je serai incapable de la vasodilater. Donc tout effort chez un enfant qui a des lésions histologiques de ce type-là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, lorsque je vais faire un effort, impossible d'augmenter mon débit et de baisser mes résistances. D'où la symptomatologie d'effort des patients qui ont de l'HTAP. Ils ne peuvent pas adapter leur circulation pulmonaire à l'effort. Et c'est ça le premier symptôme de l'HTAP chez l'enfant, c'est la dyspnée d'effort. Et si je laisse évoluer, eh bien, vous voyez ici typiquement une lésion d'obstruction complète de l'artériole avec de la prolifération vasculaire à l'intérieur de la lumière vasculaire. Et ici, des lésions plexiformes, c'est-à-dire qu'une artère est complètement bouchée et il y a de la néo-endothélialisation et des néo-vaisseaux qui vont se créer ici pour essayer de se frayer un chemin au sein de ces artérioles bouchées. Donc, selon la cardiopathie, eh bien, ces lésions, elles surviennent de plus ou moins rapidement. Donc, l'HTAP post-capillaire, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, qu'il s'agisse d'un RM, d'une IM ou d'un retour veineux pulmonaire anormal total, bloqué. C'est une hypertrophie des veines et des artérioles, mais en aucun cas, cette HTAP ne sera irréversible, jamais, parce qu'il n'y a pas de lésion de l'artère. L'artère, elle ne fait que subir l'hyperpression d'aval. Dans la CIV, ça peut être une large CIV avec hypertension pulmonaire. Les lésions, elles peuvent se créer très rapidement. Donc, dans tous les cas, moi, je fais opérer ces enfants entre 4 et 6 mois. Transpo CIV, pareil, les lésions sont très précoces. C'est pas parce qu'on a une CIV dans une transpo qu'on a tout le temps pour faire un switch fermeture de CIV. Certes, on est moins pressé que s'il y a une transpo simple, mais en revanche, dans la transpo CIV, on sait que les artérioles sont extrêmement vulnérables. Déjà, vous savez que dans la transpo simple, 1% des enfants vont faire de l'HTAP. On ne sait pas très bien quelle est la physiopathologie, mais on sait que la transpo et vascularisation pulmonaire, ça ne fait pas très bon ménage. Donc attention, quand il y a une transpo CIV, on se dépêche d'opérer. Dans le CAV complet, là aussi, on opère en général avant l'âge de 6 mois. On sait qu'au-delà d'un an, les lésions, elles peuvent être fixées et irréversibles. Dans la communication interauriculaire, en revanche, on est beaucoup moins pressé. On sait que les lésions sont beaucoup plus tardives puisque la CIA, c'est une surcharge en volume et non pas une surcharge en pression. C'est parce que il y a beaucoup plus de sang qui arrive dans le ventricule droit et dans l'artère pulmonaire que si on laisse évoluer très longtemps cet hyperdébit, on aura de l'HTAP. Mais dans un premier temps, on n'a que de l'augmentation en volume. Alors après, il y a des facteurs génétiques qui viennent interférer dans tout ça. Vous savez qu'on a identifié il y a plusieurs années maintenant la mutation du récepteur 2 de la protéine BMP. Et on retrouve cette mutation dans environ 70% des cas d'HTAP familial et également dans l'idiopathique parce qu'il y a de la mutation des novo. Mais on trouve aussi dans certaines cardiopathies congénitales cette mutation. Et il y a d'autres gènes qui ont été identifiés ces dernières années, le rendu Osler, la LK1, endoglin, le gène EIFKA4 de la maladie véno-occlusive, TBX4, enfin il y a plein de gènes. Je vous ai représenté ici toute l'évolution, et il y a même TBX4 qui vient d'être découvert. Enfin, quand je vous disais que ces 2 dernières années, il y a eu un bond dans les découvertes génétiques liées à l'HTAP, c'est vraiment incroyable à quel point la génétique a œuvré de façon positive ces derniers temps. Et si on comprend la génétique, on va aussi pouvoir œuvrer de façon thérapeutique, peut-être grâce à de la thérapie génique dans certains cas. Donc en fait, dans les cardiopathies congénitales, pourquoi est-ce que certains patients vont faire de l'HTAP très précocement et d'autres à 60 ans n'en feront pas? Eh bien, c'est parce que très probablement, il y a aussi une détermination génétique dans tout ça. Et si j'ai un terrain génétique prédisposé et qu'en plus, je vais rajouter un facteur de risque, que ce soit une cardiopathie ou une prise d'anorexigène ou une pathologie respiratoire ou une maladie de système, eh bien, je vais être beaucoup plus disposée à développer une hypertension artérielle pulmonaire. Quel est le mécanisme physiopathologique? Nous, dans les hypertensions artérielles pulmonaires associées aux cardiopathies congénitales, on a une chance inouïe, c'est qu'on a une cinétique évolutive.
Donc, comme moi, j'analyse beaucoup de biopsies pulmonaires qui me sont adressées d'un peu partout pour savoir si l'HTAP est réversible ou pas, ou quand on se pose quelques questions, ou quand on n'a pas de diagnostic précis, eh bien, on a pu voir, j'ai une banque de tissus de patients qui ont de l'HTAP sur cardiopathie congénitale. Certains ont pu être opérés en fonction des données de l'histologie ou alors historiquement ont été opérés et j'ai des biopsies. Et j'ai essayé de voir s'il y avait un paramètre qui permettait de différencier l'HTAP et surtout de voir quel est le critère évolutif. Et effectivement, j'ai vu qu'il y avait un phénotype très différent dans l'HTAP réversible et dans l'HTAP irréversible quant à l'expression d'une molécule qui s'appelle BCL2, qui est un facteur de résistance à l'apoptose. Et donc, l'idée, c'est de dire que lorsque j'ai un hyperdébit pulmonaire, par exemple, dans les cardiopathies congénitales, puisqu'en l'occurrence, c'est ces tissus-là que j'ai analysés moi, eh bien, le fait d'avoir un hyperdébit, au départ, on a une prolifération des cellules musculaires lisses et une entrée en apoptose des cellules endothéliales. Et ces deux mécanismes-là sont des mécanismes d'adaptation, de régulation, de protection de l'artère pulmonaire. J'ai un hyperdébit, ma cellule endothéliale, elle voit qu'il y a un hyperdébit, elle va faire en sorte que mes cellules musculaires lisses prolifèrent parce qu'il y a un hyperdébit et une hyperpression. Et ma cellule endothéliale, elle se protège et elle entre en apoptose pour se protéger de cet hyperdébit et un peu trop, qui perdure un peu trop. Si je supprime le shunt à ce moment-là, je guéris complètement. Certes, mes artères sont musclées, mais elles vont se démuscler en quelques semaines. Si en revanche, je laisse le shunt, eh bien là, la cellule endothéliale, à un moment, elle va bugger. Et ce bug, c'est comme une cellule pseudo-tumorale qui va proliférer pour son propre compte. Et on va avoir comme un processus de cancer in situ des artérioles pulmonaires. Et je vais avoir cette prolifération, voilà, elles expriment BCL2, là il y a un marquage BCL2 sur ces cellules, et petit à petit, comme c'est des cellules pseudo-tumorales, elles prolifèrent, elles prolifèrent, elles prolifèrent, elles prolifèrent, et elles vont venir boucher complètement cette artère pulmonaire. Donc, on s'est dit, certes, tout ça c'est bien beau, mais la biopsie c'est très dangereux chez des patients HTAP. Est-ce qu'on ne peut pas essayer de voir ce facteur BCL2 en circulant? Et on a donc mis au point un process de mesure des cellules endothéliales circulantes en pensant qu'on allait essayer de rechercher les marqueurs sur ces cellules endothéliales. L'idée étant qu'une artère malade, elle a une prolifération des cellules endothéliales et que ces cellules endothéliales, elles se détachent dans la lumière et on va pouvoir les capter. Donc on s'est dit, on va prendre les cellules endothéliales, on va les mettre en culture et on va voir si elles expriment BCL2 ou pas. Mais en fait, on a eu une très bonne surprise, c'est qu'on s'est aperçu que finalement, les patients qui avaient de l'hypertension artérielle pulmonaire avec la prolifération intimale, ben, elles libèrent plein de cellules endothéliales circulantes, beaucoup plus que les patients qui ont une HTAP réversible ou que les patients contrôle. Et en fait, le simple fait d'avoir beaucoup de cellules endothéliales circulantes dans la circulation des patients HTAP signifie qu'on est dans un process très évolutif de la maladie. Et ces cellules, elles se détachent et on les trouve dans la circulation générale. Alors, comment est-ce qu'on pose le diagnostic d'une hypertension pulmonaire? Eh bien, la clinique, comme je vous l'ai dit, c'est très peu spécifique, un peu de dyspnée d'effort. Et chez l'enfant, en général, quand un enfant dit qu'il est essoufflé, on dit qu'il est un peu feignant. Maintenant, on est un peu plus vigilant parce qu'on sait que ça existe, l'HTAP de l'enfant. L'échographie est le gold standard. À l'écho, on va mesurer les pressions pulmonaires sur l'IT, sur l'IP. On va voir l'aspect du VD, on va voir la courbure septale. Et le KT est le gold standard au moment du diagnostic. On ne peut pas traiter un patient d'hypertension pulmonaire sans avoir fait un KT. En revanche, si j'ai une large CIV avec un enfant qui a des signes de shunt, je n'ai pas besoin de faire un KT si j'ai tous les paramètres au vert pour dire qu'il a des résistances basses. En revanche, si j'ai un doute sur une cardiopathie congénitale ou si j'ai un patient qui a de l'HTAP sans cardiopathie congénitale, je suis obligée de faire un KT pour mesurer les résistances vasculaires pulmonaires. Si j'ai une HTAP sans cardiopathie, il faut faire un bilan étiologique. Est-ce qu'il y a une pathologie respiratoire sous-jacente? C'est un prématuré, il a de la bronchodysplasie. Sinon, je fais une écho-abdominale systématique à la recherche d'un shunt porte-cave. Je recherche des signes ORL selon la clinique. S'il y a un rendu osculaire, on interroge la famille. Si les parents disent qu'ils ont des épistaxis fréquents, on va penser à faire une recherche à LK1 et ce sera probablement une forme familiale. Examen dermatologique, mais
très très peu de rendement. On ne le fait pas à titre systématique parce que chez l'enfant, le rendement est extrêmement faible. Quelles sont les complications de l'hypertension pulmonaire? Eh bien, on meurt d'hypertension pulmonaire en général, d'hémoptysie, d'anesthésie. Si on endort un enfant qui a de l'HTAP dans un centre qui n'est pas expert, eh bien, c'est très très dangereux. Et il meurt de troubles du rythme. Mais en général, dans une HTAP idiopathique, la durée moyenne de survie d'un enfant avant l'ère des traitements était de 20 mois et aucun n'atteignait l'âge adulte. Quels sont les risques? Alors, les sports violents sont proscrits, badminton, squash, mais sinon, l'activité physique est plutôt conseillée. Vaccination, bien sûr, tous les vaccins doivent être faits. Ce sont des patients qui sont extrêmement à risque. L'altitude est contre-indiquée à cause de la vasoconstriction d'altitude et hypoxique. La grossesse est formellement contre-indiquée chez les femmes qui ont de l'hypertension pulmonaire parce qu'on sait très bien qu'il y a à la fois un risque de mort fétale in utero et un très gros risque de mort de la patiente, surtout en fin de grossesse, mais également dans les 6 mois qui suivent l'accouchement. Et la carence martiale doit être absolument traitée dans l'Eisenmenger car elle aggrave considérablement les symptômes. Je vous ai dit qu'on parlerait de la circulation de fond de temps. La circulation de fond de temps est une circulation très particulière. Je ne vous fais pas l'affront de refaire les conduits qui ont été imaginés par le professeur Fontan à l'époque, mais c'était une idée de génie que de se dire, plutôt que de rester en cardiopathie cyanogène, on va séparer les deux circulations et on va brancher les artères pulmonaires sur l'oreillette qui a une fonction contractile. Et la circulation de Fontan a été proposée par Fontan à condition que le décalogue de Fontan soit respecté, c'est-à-dire les 10 restrictions qui sont affichés ici. Malheureusement, aujourd'hui, on fait des fonds-temps à des patients qui ne sont pas des bons candidats au fond-temps dans la mesure où le ventricule unique n'est pas un ventricule gauche, mais bien souvent un ventricule droit, puisqu'on fait de plus en plus de circulation de fond-temps à des hypo-VG dont on sait pertinemment qu'il va y avoir toutes les complications du monde sur un ventricule droit systémique avec une circulation de fond de temps, avec une valve tricuspide qui se met à fuir et qui parfois même fuit avant le processus de Norwood et de fond de temps, mais les chirurgiens ne sont arrêtés par rien. Donc l'hypoplasie du cœur gauche avec fond de temps qui est la principale cause de fond de temps presque aujourd'hui, la principale indication, je veux dire, bien, me pose de gros problèmes éthiques parce qu'on sait aujourd'hui que les adultes que l'on voit qui ont une circulation de fond de temps et que cette circulation de fond de temps a été faite alors que les 10 restrictions étaient parfaitement respectées et qu'on voit le devenir de ces patients jeunes adultes avec toutes les complications du monde de la circulation de fond de temps, eh bien, je vous laisse imaginer quel sera le suivi de tous ceux qui sont opérés ces 10 dernières années avec des indications dramatiques. Eh bien, je ne pense pas qu'on fasse bien notre métier de médecin quand on ne respecte pas toutes les règles. Donc, l'évolution post-opératoire du fond de temps, c'est quoi? Eh bien, sur le vrai fond de temps, c'est ces oreillettes qui étaient en ballon de rugby et qui avaient des thrombis que vous voyez ici. Ensuite, on s'est dit, bah, pour éviter les thrombis et les troubles du rythme sur des oreillettes comme celle-là, eh bien, on va faire des DCPT avec tube intra puis extra cardiaque. Puis ensuite, on a dit DCPT avec un conduit extracardiaque et une fenêtre de sorte à faire en sorte que lorsque la pression est trop élevée dans le système cave, eh bien certes, on sera un petit peu bleu, mais au moins on n'aura pas les suites opératoires dantesques du fond de temps avec des effusions qui durent pendant des semaines. Le fait est qu'à long terme, cette circulation de fond de temps, elle doit restrictif essentiel, c'est la circulation pulmonaire. Et on imagine bien que des artérioles, même s'il n'y a jamais d'HTAP fixé, bien évidemment, sinon on ne proposerait jamais le fond de temps. Donc on ne propose un fond de temps que si les résistances sont basses, mais on sait qu'on peut avoir des résistances basses avec des artérioles un petit peu musclées, et on comprend bien que dans les suites post-opératoires d'un fond de temps, où on n'a plus du tout de pompe pour envoyer le sang cave vers les artères pulmonaires, eh bien il faut que ça coule comme dans une autoroute. Et si on a des artères un petit peu trop musclées, on comprend que la circulation de fond de temps puisse être un petit peu difficile. Donc, quand on a, en tout cas la règle, un fond de temps qui ne marche pas bien d'emblée, c'est qu'il y a un vice de montage ou que l'indication n'était pas bonne parce que les résistances sont trop élevées. Et donc, il faut démonter. Il ne faut jamais rester avec un fond de temps qui ne va pas bien pendant des heures ou des jours parce qu'après, on n'arrive plus à faire marche arrière. Donc, si ça ne marche pas bien, c'est qu'il y a un problème. Soit un vice de montage
anatomique, soit un problème sur la circulation pulmonaire. Alors, soit on va donner un peu de NO, des vasodilatateurs, ça améliore les choses et tant mieux, parce qu'on peut avoir besoin justement de mettre ces artères pulmonaires le maximum au repos. Si on veut donner toutes les chances à cette circulation de fond en temps de fonctionner, eh bien, il faut que les résistances soient le plus basses possible. Donc, on est en droit de donner un peu de vasodilatateurs. On sait aussi que des patients qui ont eu un fontan alors qu'ils étaient extrêmement cyanosés, eh bien, il peut y avoir des petites thrombes intravasculaires d'hypoperfusion pulmonaire. Et ces thrombes peuvent aussi gêner la circulation, même s'il y avait un très bas débit pulmonaire. Donc, soit on a un trop haut débit pulmonaire, on va avoir des artères musclées qui peuvent gêner le post-opératoire du fontan, soit on avait un débit pulmonaire trop bas et on va avoir des petits thrombes qui peuvent aussi gêner la circulation du fontan. Donc, vous voyez que la circulation de fontan, c'est complexe. Et on sait aussi que même lorsqu'il n'y a pas de lésion, mais juste des hypertrophies, eh bien, on avait fait il y a très longtemps une étude sur des biopsies pulmonaires d'enfants qui avaient eu un fontan. Et lors du premier temps, on prenait des biopsies pour voir un petit peu ce qu'il en était. Et on s'est aperçu que même lorsque les pressions pulmonaires étaient basses, eh bien, la moitié avait des lésions des artérioles qui étaient trop musclées en périphérie, qui expliquent un petit peu les suites opératoires de ces patients. On sait aussi que les résultats à très long terme est relativement bon en termes de mortalité. En revanche, quand les patients commencent à avoir des troubles du rythme, des hospitalisations pour défaillance, là, c'est une catastrophe parce que c'est le début des problèmes. 30% seulement ont zéro événement à 20 ans. Donc 70% des patients ont quand même des hospitalisations à répétition. J'ai repris notre série pour un congrès, mais qui date maintenant, et on voit que les résultats sont quand même assez effrayants. 72% ont des vraies complications, 36% entre morts transplantés ou en attente de transplantation, quand même, hein, à 20 ans. Presque 36%, c'est énorme. 53% ont des vraies complications dans leur quotidien et 70% ont des symptômes, dont des arythmies à répétition. Et on sait qu'arythmie sur fond de temps, eh bien, c'est la transplantation dans un futur très proche, si on peut les transplanter, parce qu'en plus, ce sont des patients multi-opérés qui parfois sont récusés pour la transplantation. Ceux qui ont plus de 30 ans, eh bien là, plus de 30 ans, 35% ont des effets très sévères et 32% sont en classe fonctionnelle 3 ou 4. Et je vous rappelle encore que ceux qui ont un recul de 30 ans sont ceux qui avaient les restrictions, les 10 restrictions respectées. Aujourd'hui, aucun n'a les 10 restrictions respectées. Donc, ce qu'on appelle un goût de fond de temps, c'est-à-dire ceux qui vont bien, bah, finalement, il n'y en a que 30 qui ont vraiment eu aucun événement. On a pu avoir des grossesses chez certaines patientes, mais tous ont des explorations du foie anormal. Ils vont tous évoluer vers une cirrhose et on a été obligés, certains, de transplanter le foie et le cœur. Donc, long terme fond de temps, vous l'avez compris, vous connaissez ma position et vous voyez un petit peu que ce n'est pas juste une impression, c'est vraiment toutes les données de la littérature qui sont d'accord pour dire que les longs termes fond de temps vont pas bien, alors que c'était des patients qui étaient des très bons candidats, puisque c'était presque tous des atrésies tricuspides, donc une mitrale comme valve AV et un ventricule gauche comme ventricule unique. Le foie, je passe rapidement, mais ils ont tous des lésions hépatiques. On va aborder maintenant le traitement de l'HTAP dans les quelques minutes qui nous restent. Donc, le traitement symptomatique, ça c'est dans l'Eisenmenger, on va donner de l'oxygène quand il se sent un peu gêné, mais le plus souvent, aucune indication de l'oxygène en dehors des HTAP du groupe 3. Le traitement par antivitamine K n'est pas du tout recommandé chez l'enfant et encore moins dans l'Eisenmenger. On évite les saignées répétées dans l'Eisenmenger, sauf en cas d'hématocrite au-delà de 65%. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les traitements des carences martiales est fondamental et améliore considérablement la symptomatologie. Les traitements spécifiques de l'hypertension pulmonaire, eh bien, il y a le NO que vous connaissez, les vasodilatateurs, les inhibiteurs calciques qui sont uniquement donnés aux patients qui ont une hypertension artérielle pulmonaire avec au cathétérisme une réelle réactivité, c'est-à-dire une baisse des pressions pulmonaires de plus de 10 points et surtout une baisse des pressions pulmonaires moyennes en deçà de 40 mm de mercure. Lorsqu'ils ont ces caractères-là de réversibilité ou de réactivité au NO, à ce moment-là, l'inhibiteur calcique est indiqué avec des très bons résultats en général sur du très long terme, mais on pense que ce groupe d'HTAP est un groupe complètement à part. Et ça ne concerne que 5 à 10% des patients.
Sinon, les traitements spécifiques de l'hypertension pulmonaire, ce sont les antagonistes des récepteurs de l'endothéline, les inhibiteurs des phosphodiesterase de type 5, Revasio et autres, et les prostacyclines. Et en fait, les traitements qui ont été développés sont les traitements des cibles des facteurs endothéliaux dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, les premiers traitements qui ont été efficaces sont les prostacyclines qu'on donne par voie parentérale. L'inconvénient, c'est que ça joue aussi sur la circulation systémique, mais globalement, les prostacyclines sont les traitements les plus efficaces, mais qu'on réserve en dernière ligne parce que très contraignants. Le NO, c'est le NO inhalé, c'est dans les situations aiguës et le blocage des récepteurs de l'endothéline. Donc en gros, l'idée, c'est on favorise la vasodilatation soit par la voie du NO, soit par la voie de la prostacycline et on bloque la vasoconstriction par les récepteurs de l'endothéline. Le NO, vous connaissez, je vous ai déjà parlé de tous les médicaments. De toute façon, vous aurez ce PowerPoint, hein, donc je vais assez rapidement sur les mécanismes d'action des traitements pour vous dire qu'aujourd'hui, la survie des hypertensions pulmonaires est nettement meilleure que historiquement. Mais malheureusement, on n'a aucun traitement efficace. Et sous trithérapie, il y a certes une survie considérablement augmentée sur 5 ans, mais on sait qu'au bout d'un certain moment, il y a un échappement thérapeutique malheureusement et un VD qui commence à s'altérer. Et une fois que le VD s'altère, eh bien là, les options sont très limitées. Et les voies thérapeutiques qui ont été développées sont purement mécanistiques, hein. On joue sur la vasoconstriction, sur la vasodilatation, mais comme on ne sait pas quel est le trigger de cette maladie, eh bien, on ne traite pas la cause. Donc, on fait des recherches aujourd'hui. Il y a plein de développements thérapeutiques qui sont initiés sur la voie de la génétique, thérapie génique. On essaye de lutter contre l'inflammation, les progéniteurs endothéliaux, le métabolisme. On sait que les progéniteurs endothéliaux sont très augmentés chez les patients qui sont traités par prostacycline, comme s'il y avait une vertu thérapeutique. Et effectivement, quand on a fait des tests chez le rat, quand on lit l'artère fémorale d'un rat et qu'on lui donne du sang de cordon, on voit qu'il y a une reperfusion. Quand on lui donne du sérum de patients traités par bithérapie, on a à peu près le même effet que le sang de cordon. Et quand on donne du plasma de patients traités par trithérapie, donc lorsqu'ils ont des prostacyclines, eh bien on voit que la perfusion est nettement meilleure. Et il n'y a que les patients qui ont de la prostacycline qui ont des progéniteurs. Donc peut-être que c'est par le biais des progéniteurs qu'on a une restauration de la vascularisation. Donc peut-être que les progéniteurs, mais il y a eu des essais thérapeutiques qui ont été faits, mais qui n'ont pas abouti vraiment. Et quand dans la littérature, il y a un gros gap entre les essais thérapeutiques et la sortie des drogues, c'est qu'il y a peut-être un échec. Donc, sur la voie de la génétique, probablement qu'il y aura des thérapeutiques qui seront développées dans l'avenir. Donc, je vous ai donné ici un petit peu un ensemble de toutes les recherches qui sont faites ces derniers temps. Il y a aussi la voie des exomes, c'est-à-dire qu'on essaye d'instiller des réparateurs des mécanismes inflammatoires et on essaye de restaurer ce déséquilibre qu'il y a entre pro-apoptotique, anti-apoptotique, inflammatoire, anti-inflammatoire. Et on fait par ces microparticules, on espère changer certains phénotypes cellulaires pour restaurer la vascularisation. Donc, les traitements à développer, eh bien, il y a surtout, je pense que l'avenir sera dans les traitements ciblés. Il y a des nouveaux traitements qui sont en train d'arriver. Malheureusement, tout ce qui a été développé ces derniers temps, on avait énormément d'espoir sur les traitements Péros, sur beaucoup de drogues qui sont sorties. Alors, c'est vrai que ces 20 dernières années ont permis à beaucoup d'enfants d'atteindre l'âge adulte, ce qui n'était pas le cas précédemment. Mais néanmoins, on n'a aucun traitement curateur et peut-être que les T-CAR cells, vous savez, qui sont utilisés en cancéro et qui pourront, l'idée, c'est on prend des cellules, des lymphocytes T et on les active on les met en contact avec les cellules malades pour qu'elles apprennent à détruire les cellules malades. Et là, on peut imaginer qu'un traitement ciblé comme ça pourrait être efficace et on va faire aussi un essai prochainement sur des anticorps monoclonaux. Donc voilà, l'espoir est dans l'avenir proche, je l'espère. Mais l'idée aujourd'hui,
C'est nous, notre mission de chirurgien cardiaque, cardiopédiatre et réanimateur, c'est de faire mieux aujourd'hui en fermant les shunts le plus tôt possible, en attendant le moins possible. Lorsqu'il y a un hyperdébit, eh bien, il ne faut pas prendre le risque d'avoir une altération des cellules endothéliales, puisqu'une fois qu'elles sont là, ces lésions, eh bien, on ne peut pas faire marche arrière. Donc, il faut faire très attention à ne pas non plus condamner quelqu'un en disant bah, les résistances, elles sont trop élevées, allez, on laisse tomber, c'est pas la peine de l'opérer parce que le risque opératoire est trop important, mais en même temps, on sait qu'il va évoluer vers un Eisenmenger et c'est pas ça notre mission. Donc là, il y a eu des travaux de fait qui ont montré que finalement, lorsque les résistances étaient borderline, eh bien, si on traite les patients, ce qu'on appelle le treat and thérapie pour les soigner avant, par essayer de donner des traitements vasodilatateurs, voir comment agissent les résistances vasculaires et si elles baissent, eh bien, à ce moment-là, on est tenté de les opérer. On a tous des cas de patients qui ont été opérés alors qu'il y avait des lésions vasculaires ou que les résistances étaient considérées comme un peu trop élevées. Et grâce au traitement aujourd'hui, le pronostic est complètement différent de celui qu'il était il y a 20 ans. C'est vrai que les patients qui étaient opérés alors que les résistances étaient élevées avaient un pronostic effroyable, mais on n'avait pas les traitements. Aujourd'hui, si on opère un patient dont on pense que les résistances sont limites, on l'opère, on le traite avant l'opération, on le traite après l'opération, et bien peut-être qu'on va améliorer quand même son pronostic par rapport à une évolution vers un Eisenmenger. Donc, notre rôle, c'est d'éviter l'évolution vers l'Eisenmenger, mais aujourd'hui, on n'a pas trop de choses à proposer. Sinon, une surveillance post-opératoire beaucoup plus rigoureuse. Hein, c'est pas pendant très longtemps, on a dit aux patients, vous êtes guéris, et puis on ne les voyait plus. Et c'est pour ça qu'on voyait des patients arriver 10 ou 15 ans après la chirurgie avec une HTAP. Là, aujourd'hui, ça ne devrait plus arriver grâce à un screening quand même beaucoup plus rigoureux qu'il ne l'était précédemment. Alors, les HTAP sans shunt, eh bien, c'est pour ça que je vous disais que vous allez être amené à opérer ou à endormir des patients qui ont de l'HTAP. Vous savez que quand un enfant a de l'hypertension artérielle pulmonaire idiopathique, eh bien, il meurt de défaillance ventriculaire droite. Et l'idée qu'avait eu le professeur Sidi lorsqu'on avait eu un cas d'un patient qui était arrivé moribond dans le service, il a dit, bah, puisque les patients qui ont un canal artériel ont un Eisenmenger et qui vont bien et qui vivent longtemps tranquillement et qui ne meurent pas grâce à leur shunt, créons un shunt, une anastomose de Potts, ce qu'on appelle une anastomose de Potts, pour soulager le ventricule droit. Et l'idée, c'est de dire, comme les enfants, bien souvent, n'ont pas de greffon et on a énormément de mal à faire une transplantation pulmonaire à un enfant, est-ce que le fait de faire un POTS va lui permettre d'atteindre l'âge adulte et de pouvoir être transplanté plus tardivement lorsque des greffons seront disponibles? Voilà, ça c'est un débat. Il y a les pour, il y a les contre. Dans tous les congrès, on l'évoque. Le fait est qu'un enfant qui a un POTS va relativement bien quand la chirurgie s'est bien passée. Il y a quand même 20% de mortalité dans le POTS chirurgicale, mais il y avait une grosse mortalité au début parce qu'on proposait ça uniquement lorsque le ventricule droit était défaillant. On s'aperçoit maintenant que dès qu'on commence à voir des signes de souffrance du VD, que l'enfant n'est pas bon sujet à la transplantation, ou alors de toutes les façons la transplantation pulmonaire, on ne peut pas dire que ce soit une option qui fait rêver. Eh bien, le confort de vie d'un enfant qui a un POTS, c'est nettement meilleur que le confort de vie d'un enfant qui a eu une transplantation pulmonaire. Et quand le POTS est bien large et bien fait, eh bien il y en a qui survivent bien longtemps avec une bonne espérance de vie. Et la foi, ou ma foi, on se dit, bah, quand il ira moins bien, on pourra lui proposer une transplantation parce que ça lui permet d'atteindre un âge et un poids acceptable. Le POTS percutané, on a complètement abandonné, on ne le fait plus parce que ça ne tient pas. Outre le fait que le risque est le même finalement, on a autant de mortalité sur le POTS percutané que le POTS chirurgical. Et en plus, le stent soit se casse, soit bouge, soit se resserre. On est obligé de les dilater non-stop. Donc, on a abandonné cette technique alors qu'elle était assez attractive au départ. Donc, en pratique, HTAP des cardiopathies, soit c'est post-capillaire, vous l'avez compris, c'est jamais irréversible et ça régressera si on traite bien l'enfant. Et lorsqu'on a une HTAP précapillaire par un shunt, il faut être extrêmement vigilant et traquer l'hypertension pulmonaire. Tant que les pressions sont basses, il faut
à ce moment-là, bien sûr, on n'est jamais pressé pour l'opérer, mais à condition que les pressions soient inférieures aux 2 tiers des systémiques, hein. On accepte un 40, 35-40, mais guère plus. Et quand les pressions sont élevées, il faut absolument fermer avant l'âge de 6 mois le shunt pour éviter l'évolution vers l'HTAP. Et lorsqu'on a un shunt des signes un peu litigieux, eh bien attention, on vérifie la réactivité, éventuellement on donne un traitement et on essaye d'opérer cet enfant si les résistances baissent sous traitement. Donc, supprimer le shunt dès que possible, éviter les facteurs aggravants et retenir la prévention d'Osler. Et puis, voilà, là, tout ça, c'est de la pratique d'HTAP. Et en conclusion, toujours raisonner et reprendre la physiologie. Les développements thérapeutiques sont en cours et j'ai beaucoup, beaucoup d'espoir. Et on a prolongé la survie, on inscrit beaucoup moins sur liste de transplantation, mais malheureusement, on ne sait pas traiter cette maladie. Voilà, c'était un cours dense. J'ai essayé d'être la plus succincte possible. Je suis à l'écoute pour vos éventuelles questions et pour passer la main à mon collègue. Vous Question? m'entendez? Oui, je vous entends. Juste petite question sans parler de l'indication du Fontan. Pourquoi actuellement on fait Glen puis Fontan? Pourquoi on fait pas tout d'un coup? Est-ce qu'il y a une raison à ça? Peut-être une question bête, mais Non, non, c'est jamais une question bête. Aucune question n'est bête. Alors d'abord, on fait jamais d'un coup parce que en général, on fait la DCPP dans un premier temps parce que c'est un geste simple et on voit déjà comment la DCPP fonctionne. Et ça permet de... alors ça dépend un peu de la situation clinique, hein, mais soit on a besoin de faire un geste tôt, avant l'âge de 3 mois. Si on a besoin de faire un geste avant l'âge de 3 mois, déjà, on va jamais faire un fontan chez un tout petit. On ne fait pas une DCPT avant l'âge de 18 ou 24 mois, total, hein, une DCPT. Donc, Mhm. si on doit faire un geste intermédiaire, on va faire une DCPP. Et d'une manière générale, les chirurgiens aiment bien faire DCPP d'abord, voir la première intervention, comment ça fonctionne. Et soit on vit que sur la DCPP et on ne va pas vivre très longtemps sur que la DCPP s'il n'y a pas de passage antérograde. Et si on a Blaloc plus DCPP, bah là aussi, l'équilibre, c'est pour ça que cette intervention est complexe, c'est que l'équilibre entre hypoperfusion, hyperperfusion est extrêmement difficile à bien voir et à bien évaluer. Donc, un enfant qui va bien, il doit avoir une saturation entre 80 et 85%. Donc, ça veut dire qu'il a un QP sur QS à presque 2 sur 1, donc un hyperdébit pulmonaire, donc une hyperréactivité de ses artérioles pulmonaires dans le fontan ultérieur. On ne fait pas un fontan d'emblée en général parce que justement, on ne veut pas faire trop tôt une DCPT. Au moment de Monsieur Fontan, lui, beaucoup de fontans que je suis moi aujourd'hui adulte ont été faits entre 10 et 15 ans, hein. Alors D'accord. qu'aujourd'hui, on les fait plutôt à 2 ans. Ah oui, ok. Merci beaucoup. Mais sinon, il n'y a pas, on pourrait, hein, dans l'absolu, on peut faire une DCPT complète, hein. Si on imagine un ventricule unique qui vit de façon équilibrée correctement pendant les 2 premières années de vie, on peut faire une DCPT d'emblée. Il n'y a aucune contre-indication à faire une DCPT d'emblée. Ok, merci. De rien. Oui, c'est toujours sur le sujet du Fontan. Euh, enfin, j'imagine que les chirurgiens, quand même, ils ont la jugeote. Et s'ils proposent le Fontan tôt, est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas rien d'autre parce qu'ils sont démunis par ailleurs et qu'ils n'ont rien d'autre à proposer et que Non, c'est difficile d'envoyer les on a parents? toujours à proposer. On a toujours à proposer. Soit on a une hypoperfusion et on peut proposer un Blaloc bien équilibré qui, on espère, ne va pas déformer les artères pulmonaires. Un chirurgien, bien sûr, qui y réfléchit, mais un chirurgien, il ne voit pas trop le suivi de ces interventions. Et c'est pour ça qu'ils sont tentés de faire une dérivation cavo-pulmonaire sur des ventricules uniques, même lorsque ce ne sont pas de bons candidats. Parce qu'un ventricule unique qui n'a pas une fonction parfaite, un ventricule unique qui a une fuite sur une valve auriculo-ventriculaire ou qui a des résistances limites,
eh bien, lorsqu'on va lui faire un fontant, certes, ça va très bien se passer dans le post-opératoire immédiat, mais il va commencer à avoir des complications au bout de 3 mois, 6 mois, 2 ans, 5 ans, et le chirurgien, il ne les voit pas. Il les reverra que lorsqu'on l'enverra pour la transplantation 15 ans plus tard. Il y avait des questions d'Eisenmenger, j'ai cru voir passer. Si, il y a des questions sur HTAP Eisenmenger, n'hésitez pas. Alors, je vois des questions dans le chat. Alors moi, j'ai tous pas les accès au chat, je sais pas pourquoi. Voilà, moi non plus, j'ai du mal Mhm. quand le diaporama est ouvert. Tous les fontons âgés terminent avec une cirrhose? Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a des marqueurs biologiques de la dysfonction endothéliale pulmonaire? À part les cellules endothéliales circulantes, non. Et donc, biopsie pulmonaire systématique avant de traiter chirurgicalement un shunt, vous avez répondu. Test ONO, leur KT peut être pris à défaut? Théoriquement, non. Si le KT est bien fait, c'est pour ça que l'hypertension artérielle pulmonaire doit vraiment être pris en charge par des centres qui ont l'habitude d'hypertension pulmonaire. On ne peut pas faire un KT d'HTAP si on en fait un par an. Ça, c'est pas possible. Donc, il faut au moins que le KT de référence ait lieu dans un centre qui a l'habitude. Et après, le suivi, hein, nous, très souvent, les patients nous sont référés, on fait le KT, on établit, et puis ensuite, le suivi a lieu près de chez eux et il n'y a aucun problème. Et moi, je les vois tous les ans ou tous les 2 ans. En revanche, il faut absolument que le KT soit vraiment bon parce que ce n'est pas du tout le même pronostic, hein. Donc, il est très important de savoir faire le KT d'évaluation pré-thérapeutique et savoir si c'est une HTAP réversible ou pas. Et les critères de réversibilité sont fondamentaux. Et sinon, je rebondis sur la question que tu as dit tout à l'heure, on ne fait pas une biopsie systématiquement avant chirurgie, bien évidemment que non, c'est la clinique et l'hémodynamique sont bien souvent suffisants et c'est dans le cas de doute qu'on fera une biopsie. D'accord. Donc, vous avez aussi répondu à la question qu'Eisenmenger était réversible ou non. Vous venez de la faire. Et puis, une dernière question. Est-ce que vous dosez les cellules endothéliales circulantes en routine? Oui, nous on le fait en routine, mais ça ne se fait pas partout en routine. Mais nous on le fait et c'est vrai que la cellule endothéliale circulante est un très bon paramètre pour nous. Et non seulement c'est un bon paramètre, mais souvent il est annonciateur de ce qui va se passer. C'est-à-dire que quand dans le suivi, je vois des patients qui ont une élévation des cellules endothéliales, bien souvent dans les jours ou semaines qui suivent, il y a un événement. D'accord. Mais ça devrait être en routine. Ça fait un moment qu'on attend que ce soit en routine, mais ça devrait l'être. Bon, c'est tout ce que je vois comme question. Ah, c'est CA et CIV égale HTAP par hyperdébit, mais CIV, surcharge en volume et en pression des CIA, surcharge en volume uniquement. Donc, CIA, c'est une surcharge en volume dans un premier temps, mais comme il va y avoir de l'hyperdébit et que delta P égale R fois Q, il y a un moment où le débit étant très élevé, les résistances, elles essayent de baisser, mais il y a un moment où elles ne vont plus réussir à baisser. C'est la raison pour laquelle dans une CIA, les pressions pulmonaires sont normales très très longtemps, parce qu'on arrive à baisser nos résistances en rapport avec l'augmentation du débit, dans le même ratio, ce qui fait que les pressions restent normales. Dans une CIA, on n'a jamais d'élévation des pressions pulmonaires, sauf lorsqu'on est en train de basculer. C'est la raison, et en général, c'est jamais avant 20-30 ans, mais on a tous des cas d'enfants qui ont développé de l'HTAP sur une CIA à 4 ans. Et là, c'est là que le facteur génétique, le facteur prédisposition entre en jeu. Et c'est la raison pour laquelle, moi en tout cas, quand je vois une très large CIA avec un hyperdébit, je les ferme vers l'âge de 4 à 6 ans. Ça n'a aucun sens. On sait que ces CIA ne vont jamais se fermer toutes seules. Elles créent une surcharge en volume du VD. On ne sait pas quel impact ça va avoir sur du long terme, une surcharge volumétrique d'un VD. Peut-être que ça entraîne un peu de fibrose, peut-être que ça entraîne une élévation des pressions de remplissage à terme. Donc, aucun intérêt. Une large CIA, je la ferme en général vers l'âge de 4 ans. je pense qu'il n'y a plus de questions. Parfait. Merci beaucoup et pardon